propose de démarrer. On va attendre que les gens reviennent, je pense, petit à petit. Ça n'a peut-être pas été facile de trouver à manger sur Nouville en si peu de temps. Donc pour cette deuxième session de la journée, nous allons parler des échanges commerciaux et de l'intégration régionale, donc de la Nouvelle-Calédonie, avec Véronique Daudin, donc directrice de l'ISE, qui interviendra en premier, suivie de Jean-Pierre Lieb et Geoff Bertram, qui clôturera cette session. Donc je vais donner la parole tout de suite à Véronique. Les règles sont toujours les mêmes, c'est 20 minutes pour tenir dans les temps. Ça ne devrait pas être beaucoup plus long. Je pense. Ok. Donc, ce que je vais vous présenter à travers les échanges extérieurs de la Nouvelle-Calédonie, ce sont des chiffres issus du suivi du commerce extérieur à partir des déclarations de douane des importateurs, des exportateurs ou des transitaires. Donc, c'est un logiciel à disposition de la direction des douanes, le logiciel Sidonia, qui est un logiciel mondial, et l'ISE suit ces informations conjoncturelles de la même façon que les services statistiques des douanes les suivent ailleurs, à partir de l'ensemble des transactions qui sont, des déclarations douanières qui nous sont retransmises. Donc le suivi annuel qu'on opère est relativement contraint puisqu'on a à opérer une vigilance continue sur les ventes exceptionnelles. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire assez petit, c'est pas régulier. Donc les reventes d'avions, les matériels de gros matériels de transport impactent de façon immédiate les exportations. Et c'est en continu, lorsque ces données douanières sont réceptionnées, que cette vigilance doit être qu'on doit porter la plus grande vigilance. De la même façon, certains pics d'activité attendus imposent d'observer les importations à une fréquence moins importante pour s'assurer de lisser au maximum les effets de stockage ou d'anticipation d'une accélération de l'activité. Vous m'entendez pas bien? Si, ça va. D'accord. Très bien. Donc je vais, dans un premier temps, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je vous surprendrai pas trop en exprimant que la Nouvelle-Calédonie vend essentiellement du nickel à l'extérieur. C'est l'essentiel des exportations. 94% entre 2014 et 2016 en moyenne sont constitués de minerais ou de produits métallurgiques. 1% des exportations sont sont des produits de la mer et 5% autres produits. On en parlera lorsqu'on verra le détail de ces exportations. Donc les échanges, vous avez certainement déjà vu ces courbes, mais les échanges extérieurs sont fortement conditionnés par l'activité du nickel et de façon directe à travers la production et donc la valeur ajoutée, mais aussi de façon moins visible ici, les échanges sont soumis aussi au cours du pétrole brut avec les consommations intermédiaires et le prix de ces consommations intermédiaires, et donc directement lié au cours du nickel qui conditionne la production et les exportations de nickel, mais aussi l'activité que ce secteur génère, à savoir les importations des ménages autant que des consommations intermédiaires. Et les exportations, évidemment, sont directement liées. Donc cette valeur ajoutée a tenu le cap jusqu'en 2013, malgré une baisse des cours, et la production a subitement emboîté le pas à partir de cette année-là à la chute des cours du nickel. Et ça impacte directement toutes les courbes des importations et des exportations. Donc les interactions entre le commerce et la croissance. Et ici, on va regarder le même graphique que vous avez déjà vu, mais sous l'angle des importations et des exportations. Donc, on voit sur ce graphique immédiatement qu'au cours de la période qu'on a estimé, qu'on appelle faste entre 2002 et 2011, le commerce extérieur joue à l'inverse de la croissance et donc impacte négativement la croissance. Et de façon opposée, durant la période où la croissance se stabilise, les exportations jouent positivement et les importations aussi. Donc ces contributions quelque peu inversées avec les évolutions de croissance sont directement consécutives
au rôle que joue le commerce extérieur dans la constitution des investissements. Et pendant les années 2002 à 2011, ce sont les deux constructions d'usines du Sud puis du Nord. Donc, les investissements ont progressé de 16% chaque année entre 2006 et 2008, puis de 21% chaque année entre 2010 et 2011, enfin, sur ces deux constructions d'usines, pour les achats d'ensembles industriels, de machines et de matériel électrique et de matériel de transport. Donc, de fait, les importations contribuent négativement à la croissance, mais alimentent directement les investissements. Et dans ce cadre, contribuent à cette croissance observée pendant les années 2002 et 2011. Et donc, à partir des années 2012-2015, les volumes exportés directement liés à la production des usines qui s'accélèrent malgré la baisse des cours, elles accumulent des déficits, mais la production des usines se maintient, génèrent des exports importants et qui contribuent à la croissance, même si les cours sont faibles. Et donc, c'est ces résultats en volume de contribution à la croissance des exports qu'on aurait pu souhaiter voir en valeur aussi, et prendre le relais justement des investissements qui n'avaient plus cours à cette période pour contribuer à une croissance nominale qui, elle, avec la faiblesse des cours, est restée proche de zéro, alors qu'elle aurait... Enfin, voilà. Alors qu'en l'absence de ces cours faibles, ces exportations se seraient directement traduites en augmentation en valeur. Donc, encore une illustration de cet écart valeur-volume. L'évolution des exportations en volume redémarre à partir de l'année 2012 et atteint un point haut, enfin, ces exportations atteignent un point haut, alors que dans le même temps, en valeur, ces exportations suivent, même si elles sont un peu au-dessus, directement l'évolution des cours du nickel. Alors, qu'exporte la Nouvelle-Calédonie? Les évolutions, on le voit tout de suite, elles suivent celles des cours. 2007, des exportations maximales malgré des volumes exportés beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Et puis des creux au moment où les cours s'effondrent. 90% de ces exportations, on le voit sur ces graphiques, sont dues au nickel, jusqu'à la barre rouge qui illustre les produits de la mer. Une grande partie sont directement, évidemment, corrélées à l'activité des usines. Et cependant, malgré la faiblesse des cours, malgré les difficultés que rencontre le secteur aujourd'hui, il semble que les exportations ne soient pas destinées pour l'heure à descendre au-dessous d'un seuil, d'un niveau qu'on pourrait considérer comme seuil, puisqu'il a été atteint à partir des années de ce début de décennie, et autour de 140 milliards de francs CFP par an. Donc malgré les fluctuations, le niveau des exportations en valeur du nickel se maintient. La Nouvelle-Calédonie exporte aussi d'autres produits, donc tout au-dessus de la courbe, des produits des huiles essentielles, du cerf à destination de la France, des squash à destination du Japon, essentiellement des produits agroalimentaires, et puis des produits de la mer qui représentent 1% contre 5% les autres produits, 1% de nos exportations en valeur. Les produits de la mer sont des crevettes, des thons, des holoturies et des trocas. Le niveau de ces produits de la mer, on ne le voit pas ici, et évolue de façon assez erratique d'une année sur l'autre. C'est en moyenne 1,8 à 2,7 milliards de francs CFP, contre plus de 3 entre 2001 et 2005, des années particulièrement fastes, en particulier concernant la filière crevette. Donc je fais un rapide zoom sur cette filière qui a explosé à la fin des années 90 pour atteindre des niveaux proches de 2 milliards de francs CFP d'exportation, de 2,5 milliards, destinés peut-être à atteindre 3 milliards, mais la filière a connu des revers techniques qui sont en train d'être résolus, qui nécessitent de nombreuses investigations et recherches que mène l'Ifremer. Dans les faits, c'est une filière en restructuration.
les niveaux de production restent nettement supérieurs à ce qu'ils étaient auparavant, puisqu'il n'y avait pas de production continue à visée d'exportation. Et en l'occurrence, cette production continue à alimenter la consommation locale. Donc, de fait, c'est une filière qui se restructure et qui devrait redémarrer à terme. Mais ces revers-là ont fait chuter les autres exportations de la Nouvelle-Calédonie au cours de ces dernières années. Et des importations également très corrélées au secteur du nickel. En effet, les besoins démesurés des usines confèrent aux importations un profil particulièrement important en produits minéraux. Donc cette consommation, ces importations de produits minéraux ont augmenté, ont plus que doublé au cours des 10 dernières années. Et donc ces produits minéraux, donc des huiles minérales, des combustibles, du charbon, sont désormais un volume d'importation relativement incompressible et qui accroît quelque peu la dépendance énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, malgré d'énormes efforts qui sont faits pour le développement des énergies renouvelables, la structure des importations et les besoins démesurés des usines font que ces importations ont augmenté au sein de l'ensemble des échanges extérieurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc les importations, c'est essentiellement, on le voit là aussi, c'est beaucoup d'importations à destination des usines. 2 tiers des importations sont désormais de façon classique constituées par les 4 familles de produits, produits alimentaires, produits minéraux, machines, appareils et matériel électrique et matériel de transport. Oui, c'est ça. Donc ces quatre familles de produits à partir de la série Orange constituent les 2 tiers des importations de la Nouvelle-Calédonie. Et les produits alimentaires constituant 15% des importations et le 3e poste des achats à l'étranger. Il augmente ce poste-là de 7%, on ne le voit pas très bien sur le graphique, de 7% en moyenne annuelle sur cette décennie, suivant en cela l'évolution de la consommation des ménages. Les partenaires de la Nouvelle-Calédonie, les exportations de nickel essentiellement. Donc le paysage des partenaires de la Nouvelle-Calédonie pour les exportations évolue ainsi en fonction de nos partenaires acheteurs de minerais et de nickel. Désormais, le minerai calédonien est vendu en Chine de façon assez importante depuis 2016 à la suite de la défaillance d'un client australien, du client australien historique pour le minerai de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, le ferronickel est beaucoup vendu en Chine, à Taïwan, au Japon et en Belgique. Les maths qui étaient produites à destination de l'usine de Sandouville en France métropolitaine, cette production s'est arrêtée et font perdre ainsi à la France sa position de premier importateur pour la Nouvelle-Calédonie. Donc le paysage se transforme, plus de 50% des exportations, la Chine et la Corée du Sud représentent plus de 50% réalisent plus de 50% des achats de la Nouvelle-Calédonie. Et les partenaires évoluent réellement en fonction des exportations et des achats de nickel à l'extérieur. Ainsi, les principaux excédents de la Nouvelle-Calédonie en 2016 sont évidemment guidés par rapport aux pays les plus acheteurs du nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est la Corée du Sud qui supplante désormais l'ensemble des partenaires au regard des excédents. La Chine nous vend d'autres produits. C'est la raison pour laquelle elle est en seconde position au niveau des excédents. Les maths pour Sandouville, donc la France, de toute façon, n'était pas un pays auprès duquel la Nouvelle-Calédonie était excédentaire, mais les maths s'arrêtent et ce n'est plus un pays destinataire. Le Japon achète aussi des crevettes et du thon, et Hong Kong et le Vietnam des holoturies et des trocas. Donc les principaux partenaires
de la Nouvelle-Calédonie restent le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, mais qui apparaît dans les principaux déficits de la Nouvelle-Calédonie, la France et l'Union européenne, au niveau des partenaires. Taïwan et désormais la Chine, qui concentre plus d'un quart des exportations en 2015. À l'inverse, donc les principaux déficits que la Nouvelle-Calédonie enregistre en 2016. En 2016, cette hiérarchie des pays fournisseurs de la Nouvelle-Calédonie a évolué aussi par rapport à 2006. La France conserve toujours sa première place, mais elle ne fournit plus que 23% des marchandises achetées sur le territoire, contre 32% il y a 10 ans. Et puis, l'absence de droits de douane pour les pays de l'Union européenne oriente la provenance des importations, évidemment. L'Australie arrive en deuxième place avec 11% des importations approvisionnées par ce pays en Nouvelle-Calédonie, devant Singapour, 7% relativement, enfin, aux ventes d'essence. Et la Chine représente 10% des importations de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, la Malaisie et la Corée, 5%, sont de nouveaux fournisseurs aussi de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce paysage qui évolue, c'est important de le signaler, d'une année sur l'autre, on a des évolutions de déficit ou de bénéfices qui sont difficilement prévisibles et qui effectivement confèrent aux échanges extérieurs une certaine volatilité par rapport à ce qu'on pourrait espérer attendre l'an prochain ou cette année ou en fin d'année. Ça évolue réellement en temps réel et avec des marchés, des orientations qu'on serait bien en peine d'évaluer ou d'approcher. Le solde commercial se redresse donc récemment. On le voit ici, les évolutions des importations comme des exportations sont assez importantes d'une année sur l'autre. Donc cette volatilité des valeurs exportées ou importées, certes liée au cours du nickel, mais induit par exemple qu'entre 2009 et 2010, le solde commercial se dégrade alors que le taux de couverture augmente. Donc l'évolution inversée. Certes, les écarts sont faibles et les courbes se suivent plutôt bien, mais dans les faits, ces évolutions d'importation et d'exportation assez divergentes rendent l'analyse particulièrement complexe lorsqu'on veut observer les évolutions du déficit. Donc ce déficit, néanmoins, c'est important de signaler qu'il se réduit sur les dernières années. Il pourrait rejoindre un niveau de 100 milliards environ, alors qu'il a flirté avec les 200 milliards autour des années 2011-2012. Et donc la croissance démographique induit certes une tendance croissante des importations, mais les périodes alternantes, on le voit, des grands travaux qui se conjuguent au cours de pétrole et au cours du nickel non parallèle, impactent plus fortement encore le niveau des échanges que la consommation des ménages. Enfin, je terminerai par ça, un petit zoom sur la conjoncture récente. Au premier semestre, malgré des cours assez bas du nickel, les exportations reprennent. Elles avaient déjà repris au second semestre et donc elles augmentent. La production métallurgique a atteint en 2016 un niveau maximum, puisque pour la première fois, plus de 100 000 tonnes de nickel ont été produites et 15 millions de tonnes humides de minerais ont été extraites. Et malgré ces cours bas, les importations remontent en valeur et l'écart est surtout sensible, on le voit, avec le premier semestre 2016. Certes, il était particulièrement faible, mais quand on regarde par rapport aux autres semestres des années précédentes, ce premier semestre 2017 est réellement une reprise des exportations en espérant qu'elle puisse se maintenir, cette reprise. Enfin, cette même évolution permet une réduction du déficit et le taux de couverture, pour la première fois depuis 2008-2009, dépasse les 50% à nouveau au cours des 2 derniers semestres observés. En espérant que ça se confirme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation très complète des échanges extérieurs, du commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie.
Je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Lieb qui va nous parler, lui, des impacts de la réforme de la fiscalité indirecte sur ces échanges commerciaux. Je ne sais pas où ça se trouve. Non. Bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'intervenir sur l'impact de la TGC sur le commerce international de la Nouvelle-Calédonie. La question, de prime abord, peut paraître saugrenue. Pourquoi dis-je cela? Parce que, en principe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la TGC, la TVA, est un système qui est fondamentalement neutre, en tout cas qui se veut neutre sur les acteurs économiques. Et donc, en principe, on ne devrait pas constater, on ne devrait pas avoir d'impact sur les grands agrégats économiques. Pourtant, la singularité calédonienne conduit, à juste titre, à se poser la question. Alors, avant d'essayer de donner une réponse, peut-être quelques éléments qui expliquent le lien que l'on a entre TGC et commerce extérieur. Alors pour ce faire, il faut peut-être faire juste un peu d'archéologie historique, quoique l'archéologie en la matière n'est pas très lointaine dans notre histoire. C'est pourquoi avoir fait la réforme de la TGC, pourquoi avoir pensé nécessaire de réformer la fiscalité indirecte de la Nouvelle-Calédonie. Et à l'origine de la réflexion, il y avait le constat, enfin un constat assez pluriel. Premier élément de ce constat, le fait que les opérateurs économiques étaient soumis à un corps de règles à l'entrée sur le territoire qui était le résultant d'un millefeuille de prélèvements divers et variés, particulièrement complexe à gérer, particulièrement complexe à administrer, parce que bâti notamment sur toute une série d'exonérations spécifiques qui méritaient d'être contrôlées et documentées, et qui conduisait, du fait d'une volonté de protéger l'économie locale, à un poids excessif à l'entrée sur le territoire. Et le système de l'octroi à l'entrée conduisait les opérateurs à intégrer de fait dans le calcul des marges cette charge à l'entrée et pouvait conduire à un phénomène inflationniste, en tout cas à des prix plus élevés qu'ils n'auraient dû l'être. C'est ça le fond de la réflexion sur la TGC. Avec derrière, en sous-jacent, l'idée que le système tel qu'il existait était aussi un système opaque sur la formation des prix et ne permettait pas d'assainir les flux commerciaux entre les différents opérateurs et conduisait finalement à un dépris excessif au détriment du consommateur final. D'où l'idée de substituer à ces taxes à l'importation un système considéré comme étant plus moderne, qui a fait ses preuves dans de nombreux pays dans le monde, et aujourd'hui l'immense majorité des pays a basculé dans un système de fiscalité indirecte de ce type, qui se distingue des taxes habituellement pratiquées à la vente par une taxe qui prélève un montant d'impôt au fur et à mesure que l'on passe les étapes économiques en proportion de la valeur ajoutée apportée par chacun des opérateurs économiques de cette chaîne. Alors, je vous passe sur les soubresauts de la réforme et sur l'évolution du projet, mais je trouve utile de rappeler juste l'exemple que vous avez derrière moi, qui est pour une pauvre fleur, un œillet à fleur unique,
le nombre de taxes qui s'appliquent. Donc c'est une belle illustration de la complexité du système. Système, et là aussi c'est pas neutre et on y reviendra, qui était accompagné par ailleurs, à côté de ces mesures tarifaires, de différentes mesures non tarifaires de protection, des quotas, des stops, permettant de réguler la pression économique externe sur les opérateurs internes. Alors, l'introduction de la TGC dans le paysage calédonien, dès lors qu'il conduit à démanteler une partie significative des droits à l'importation, conduit assez naturellement à se poser la question de l'impact d'une telle réforme sur le commerce extérieur, en tout cas sur les flux commerciaux entrant ou sortant du territoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de marche à blanc avec un impact a priori modéré sur les opérateurs. On a une surcouche de TGC et on n'a simultanément pas démantelé les droits à l'importation. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui nous permet d'apprécier véritablement l'impact de cette réforme sur les opérateurs. C'est uniquement au moment où on passera au régime définitif, le jour où on aura le grand soir de la réforme de la fiscalité indirecte, que l'on sera en mesure d'apprécier cet impact. Alors pour autant, est-ce que, au moment où nous sommes, on peut avoir quelques réflexions sur cet impact potentiel? Est-ce qu'il va y avoir un impact très important sur les chiffres du commerce extérieur tels qu'ils nous ont été présentés il y a un instant par Lysée? Alors, autant vous dire tout de suite que, en principe, il ne devrait pas y avoir d'impact majeur macroéconomique pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons d'ailleurs. Le premier, il tient fondamentalement à la mécanique de la TGC. Je vous l'ai dit, c'est une mécanique qui se veut la plus neutre possible et qui organise le prélèvement tout au long de la chaîne de production et de commercialisation jusqu'à l'aval total de cette chaîne qui est le consommateur final. Et donc, on est dans un système où, contrairement au droit à l'importation existant, les opérateurs économiques déduisent de la taxe qu'ils doivent verser le montant de taxe qu'ils ont supporté en amont de la chaîne. Et donc, on est dans une situation où lorsque vous importez, la TGC à l'importation, vous avez le droit de la déduire de la TGC que vous allez reverser au moment où vous cédez le bien que vous avez importé à un autre opérateur ou à un consommateur final. Alors que ce n'est absolument pas le cas, bien évidemment, dans le cas d'un droit à l'importation. Et donc, on est dans un système où, en principe, l'opérateur économique est assez insensible au poids de la fiscalité en amont de lui-même. Donc c'est un élément intrinsèque à la mécanique de la TGC qui justifie cette qualification neutralité de la taxe. Donc si on reprend un exemple d'une TGC à l'importation, on va bien acquitter un droit au moment où on l'acquiert, mais dès qu'on se défait de ce bien et qu'on le vend à un tiers, eh bien, on va pouvoir imputer cette charge fiscale sur les montants que l'on va reverser au Trésor. Alors, comme aujourd'hui, on a un certain nombre de mesures qui atténuent en outre l'imposition au moment de l'importation, puisqu'il existe un certain nombre de régimes qui permettent d'échapper temporairement à l'imposition et donc qui permettent d'échapper à la charge de trésorerie induite par un délai qui s'écoulerait entre le moment où j'importe et le moment où je cède le bien, où je commercialise le bien. Ce sont notamment les régimes suspensifs pour les importations. Et puis, on y reviendra, il y a notamment pour les activités minières un système d'achat en franchise qui sort le secteur minier du système de la TGC. Et puis, par ailleurs, pour des raisons de nature diverse, le texte tel qu'il a été voté prévoit un certain nombre d'exonérations qui permettent de faire échapper un certain nombre d'importations à ces droits tels que notamment les produits et matériels médicaux ou les matériels à caractère éducatif ou pédagogique.
Donc on est dans une situation où, a priori, l'impact sur les opérateurs est plutôt neutre à l'importation. S'agissant de l'exportation, les avantages de la TGC sont évidents puisqu'on a une exonération totale des exportations de biens. Alors ça vaut naturellement pour le secteur du nickel qui est hors du champ de la TGC, mais c'est aussi le cas pour toute entreprise qui exporte des biens hors du territoire. Alors naturellement, il y a à la clé une charge documentaire qui pèse sur les épaules de l'opérateur, mais ceci est somme toute assez négligeable au regard de l'avantage que ce mécanisme accorde aux opérateurs. Et de manière assez générale, on conçoit la TGC comme étant un impôt qui facilite la projection des opérateurs internes hors de leurs frontières. Alors, il y a un petit sujet que je traite très rapidement, c'est les exportations de services. Là aussi, les exportations de services ne conduisent pas à une charge fiscale puisqu'ils bénéficient en principe là également d'une exonération. Donc au total, on devrait se dire tout ceci est absolument neutre pour le commerce extérieur. Sauf que les choses sont un petit peu plus compliquées et elles sont plus compliquées pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a en fait deux régimes sectoriels importants. On a le régime du nickel, mais là je vais passer très rapidement. C'est un secteur qui bénéficie d'ores et déjà d'un certain nombre d'exonérations très larges sur les droits à l'importation. C'est un secteur protégé à sa manière. Et donc, pour le coup, le gouvernement, en mettant en œuvre la réforme, a voulu assurer une équivalence de traitement par rapport à la situation existante. Alors, il le voulait pour des raisons économiques, bien évidemment, parce que c'est un acteur important du territoire, mais il était également contraint de le faire compte tenu d'un certain nombre d'accords passés avec quelques opérateurs miniers qui garantissaient une stabilité fiscale dans le temps. Et pour ne pas avoir à gérer cette différence de traitement à la fois entre opérateurs mais également afin de respecter scrupuleusement ses engagements pris à l'égard d'investisseurs internationaux, le plus simple était effectivement de bâtir un cordon particulier autour de ce secteur et de le mettre hors de cette fiscalité indirecte nouvelle formule. Et puis, il y a un autre secteur qui, là, mérite qu'on s'y arrête parce que, en réalité, quand on se pose la question de l'influence de cette réforme sur le commerce extérieur, de manière sous-jacente, la vraie question, c'est est-ce que cela a un impact microéconomique sur les opérateurs du territoire ? Parce que vous le voyez bien, au travers des chiffres qui nous ont été donnés tout à l'heure par l'ISEE, le commerce extérieur de la Calédonie, c'est d'abord et avant tout, on l'a dit, c'est le nickel, en termes de masse. Et à partir du moment où on a mis le nickel hors jeu, on peut partir du principe que les éventuels ajustements qu'on aura sur le commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie sont mineurs. Ils vont affecter quelques opérations, ils vont affecter quelques types de flux. On est sur l'épaisseur du trait en termes macroéconomiques, sauf qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait pour les opérateurs concernés. Eux, c'est leur compte de résultat qui est impacté. Alors, sur ce point, comme je le disais, le système existant de droit à l'importation est bâti sur l'idée qu'il faut préserver, c'est l'espèce d'effet de serre que l'on évoquait ce matin, ces opérateurs économiques de la concurrence internationale. Et pour ce faire, il y a plusieurs manières de procéder. La première, c'est de faire en sorte que la concurrence par les produits soit contrôlée et réglementée. C'est toutes les procédures non tarifaires existantes. C'est taxer lourdement les produits concurrents de la production locale et à l'inverse, faire en sorte que les intrants au bénéfice de ces opérateurs soient sous-taxés, ce qui permet de rétablir des conditions de concurrence équitables entre la production locale et les opérateurs extérieurs via les importations. D'où l'idée de prévoir un mécanisme de fiscalité allégée au travers soit d'exonérations spécifiques qui existent,
ou la possibilité d'avoir recours à des exonérations spécifiques, soit par le biais d'un taux réduit. Et vous avez en pratique, dans les dispositions qui ont été votées, un texte qui ouvre assez largement la possibilité pour l'ensemble des opérateurs de la production locale de pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Voilà la situation. Alors, est-ce que ceci est la bonne solution pour les opérateurs en cause? Et je voudrais prendre les 5 dernières minutes qui me restent à traiter de cette question. Alors, quelques réflexions rapides sur ce point. D'abord, je crois qu'il est important juste de rappeler que la TGC, c'est un outil de fiscalité moderne. Et comme c'est un outil de fiscalité moderne, ça va contribuer d'une manière ou d'une autre aux chefs d'entreprise à se poser un certain nombre de questions que se pose n'importe quel chef d'entreprise dans une économie moderne, sur les modalités de gestion de son entreprise, et ça va impacter toute une série de points qui sont listés derrière, comme comment je gère de manière optimale ma chaîne d'approvisionnement, comment je vais adapter mon système d'information, comment je vais gérer mes déclarations fiscales, nouvelles formules, et va, dans le circuit économique, introduire plus de transparence dans les relations entre acteurs économiques. Et je crois que ce point-là est passé totalement sous silence, et pourtant il est structurant, parce que en conduisant les chefs d'entreprise à se poser toute cette série de questions, eh bien on participe à la modernisation de la vision économique qu'ont les chefs d'entreprise de leur propre valeur ajoutée, de la manière dont celle-ci se constitue. Et ça les conduit à se poser des questions, notamment sur la manière dont ils formulent ou calculent leur marge. Cet élément de modernisme, il est naturellement forcé, mais il participe, à mon sens, à cet objectif d'augmentation de la productivité et de l'efficience du tissu économique calédonien, qui a été un des éléments sur lesquels plusieurs intervenants sont intervenus ce matin. Deuxième élément de réflexion, quand bien même on voudrait mesurer finement l'impact de cette réforme, dont les contours définitifs aujourd'hui, je le rappelle, ne sont pas totalement définis, puisqu'on n'a pas encore les taux définitifs, eh bien on serait confronté à quelque chose d'extraordinairement compliqué. On aurait aujourd'hui une difficulté majeure à simuler de manière très fine l'impact de cette réforme sur les comptes de résultats individuels de chacun des opérateurs. Alors, les opérateurs eux-mêmes peuvent le faire, mais les observateurs extérieurs que nous sommes, compte tenu des informations statistiques dont nous disposons et compte tenu de la fraîcheur de ces éléments statistiques, on est dans une situation extrêmement compliquée. Alors, la direction des services fiscaux a mis en place un système déclaratif à la TGC qui est très fin, qui permet notamment de distinguer les différents types d'assiettes. Et c'est une information précieuse. Sauf que ces éléments restent au niveau de l'entreprise très macro, et une entreprise peut avoir différents types de produits de la même gamme qui vont connaître des taux de TGC différents. L'un parce que ce sera un produit importé, l'autre parce que c'est un produit de la production locale. Donc l'analyse et la simulation est un exercice qui va être horriblement compliqué. Donc aujourd'hui, je suis incapable de répondre à la question de l'impact microéconomique de la réforme. Cela étant, cette réforme va être confrontée à deux incertitudes. La première, c'est quel va être l'effet sur les prix. Alors pourquoi je pose cette question-là? Parce que, bien évidemment, l'impact sur les prix n'est pas neutre sur la balance commerciale. On a vu ce matin les liens entre prix, compétitivité, croissance et équilibre commercial. Il y a une vraie question économique derrière. Quid du lien entre inflation interne, commerce extérieur dans un système de taux de change fixe? Parce que, comme l'a expliqué de manière tout à fait claire Olivier ce matin, dans un monde normal, on a une devise qui s'ajuste en fonction de ces éléments. Aujourd'hui, on est dans un système de parité fixe.
Et donc, si on a de l'inflation interne forte, il y aura nécessairement une influence sur le commerce extérieur, parce qu'on aura un effet d'éviction dû au fait que le pouvoir d'achat, lui, ne va pas croître à la même mesure que cette inflation. Et donc, ça pose la question claire de la manière dont on surveille cette évolution. Alors, on peut surveiller les marges, mais comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement difficile de se pencher sur les marges de manière microéconomique. Et ça renvoie donc aux instruments classiques de réglementation des prix, dont la Nouvelle-Calédonie dispose, puisque vous avez toute une batterie de textes qui vous permettent de bloquer, de surveiller les prix. Et si on veut maîtriser cet impact potentiel sur les prix, il faudra avoir recours probablement à une mesure coercitive sur la manière dont les prix sont formés par les opérateurs. Et puis j'ai une deuxième question qui est l'impact sur la production locale. On a voulu protéger la production locale au travers d'un taux zéro. Soit d'un taux zéro, soit d'un taux spécifique. Question qui est une vraie question technique. Est-ce que c'est un bon choix? Sachant que dans le monde, vous avez une palanquée d'études qui vous dit, lorsqu'on met en place un système de fiscalité indirecte, de grâce, choisissez un taux unique. C'est le plus simple, c'est ce qui est le plus neutre, et c'est ce qui est le plus simple à gérer pour tout le monde. Vous avez choisi l'option de la complexité. On a aujourd'hui 5 positions potentielles de taux. Et une des raisons de ce choix, c'était le souci de protéger la production locale. Alors, j'ouvre le questionnement là-dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres outils permettant tout autant d'atteindre cet objectif de protection ou de rétablissement des conditions de concurrence entre l'extérieur et l'intérieur, au travers notamment d'outils de fiscalité directe? Et une piste qui mériterait probablement d'être explorée, je rappelle qu'en métropole, je ne suis pas fan des mesures métropolitaines, parce que je trouve que dans chaque juridiction, dans chaque pays, dans chaque situation, il faut avoir une mesure adaptée à la situation singulière que l'on rencontre. Mais il y a un dispositif qui s'appelle le CICE, qui est un crédit d'impôt emploi, qui est un excellent moyen, pour le coup, d'agir sur les opérateurs, sur un des éléments importants de cette divergence de compétitivité entre l'intérieur et l'extérieur, qui est le coût du facteur travail. Et en choisissant cette voie, on a probablement un impact de compétitivité beaucoup plus fort que, les contrats de compétitivité qui sont compliqués à gérer avec les opérateurs, compte tenu du temps que prennent la négociation en la matière et compte tenu de l'asymétrie d'information qu'ont les pouvoirs publics face à l'opérateur qui connaît lui parfaitement bien ses comptes de résultats, et qui évite aussi cette extraordinaire complexité juridique, technique, financière pour l'ensemble des opérateurs, mais aussi pour la DSF, d'avoir à gérer une pluralité de taux. Voilà, j'ai dépassé de 2 minutes 30 le temps qui m'était alloué, mais c'est un questionnement qui peut ouvrir un débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette contribution. Et je vais demander à Geoffrey de venir s'installer par là. Alors, comme on l'a annoncé au début de la session, la présentation, les slides sont en français, la présentation se fera en anglais, mais vous avez à votre disposition des casques pour la traduction. Donc, je crois que Samuel en a distribué quelques-uns. S'il y a encore des personnes qui souhaitent avoir des casques pour avoir la traduction française, ils peuvent descendre sans prendre un. Merci. OK. Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer à présenter en français, si c'est possible. La Nouvelle-Calédonie est un des très rares États insulaires qui sont réussite
comme économie d'exploitation minérale. Il y a très peu d'îles, de petites îles du monde avec ce type d'exploitation. Le nickel est 90% de les exploitations totales ici, très spécialisées. Il est exploité en dehors de la région Pacifique vers les grandes économies métropolitaines qui possèdent des industries de métallurgie lourde. Il n'existe aucun marché au sein de la région Pacifique pour le nickel. La Nouvelle-Calédonie se tourne vers l'extérieur de la région, tant économiquement que politiquement, amenée à traiter plutôt avec sa métropole de par les intérêts communs plutôt qu'avec les autres États insulaires de la région. La réussite du secteur d'exploitation principal, associée à la politique d'intégration à la métropole française, explique le classement élevé de la Nouvelle-Calédonie en termes de revenus par habitant dans le Pacifique. Et ici, il y a 24 économies du Pacifique. Ici, les noirs sont les économies souveraines indépendantes. Ces économies sont affiliées, pas indépendantes, et la Nouvelle-Calédonie se trouve ici. Puis, la plupart des économies indépendantes, souveraines, sont ici avec revenus par habitant petites. Les économies affiliées à centre métropolitain se trouvent ici avec des revenus plus hauts. Ici sont 74 petites économies insulaires du monde. À droite, c'est les économies affiliées et pas indépendantes. À gauche, ce sont les économies souveraines indépendantes. Il est clair que ces économies souveraines sont plus basses en PIB par habitant que les économies affiliées. Oui. La question est pourquoi? L'origine de cet effet n'est pas claire. L'écart entre les deux types d'États insulaires s'est créé avant que le statut politique ne soit établi. Et cet écart dure et persiste depuis au moins la moitié du XXe siècle, de manière relativement constante. Puis, est-ce que les îles pauvres sont souveraines ou que les îles souveraines sont pauvres ou autre chose? C'est une question très difficile et j'espère trouver les réponses en mes recherches. Pour 13 îles du Pacifique, l'écart de revenus entre les îles qui sont aujourd'hui souveraines et celles qui ne l'étaient pas était déjà établi en 1950. Et ici, il y a des économies affiliées du Pacifique. Sont 7 les économies. Et les chiffres, les données commencent à 1900.
Et aquí, 2011. Ce sont les données sur importation par habitant réel in dollars de les États-Unis. Et l'escale ici, pardon, voilà. C'est une escale logarithmique. What is logarithmic? Une échelle logarithmique. Logarithmique. Puis, ces lignes montrent les taux de croissance. Ici, puis, les affiliés. Ici, les îles du Pacifique qui, aujourd'hui, sont souverains, sont indépendants. Et ici, les deux. Il est clair que les économies affiliées ont tendance à montrer un PIB par habitant plus haut que les économies affiliées, les économies souveraines ici. Mais l'écart entre les deux est évident ici à 1950. Ce n'est pas un effet de la souveraineté, c'est un effet de quelque chose avant de la décolonisation. Pour chaque État ou pour chaque île, l'histoire est unique et il faut penser en la situation particulière historique. Ici, Fidji, et la souveraineté, l'indépendance, ici, et il n'y a pas de changement en la croissance. Ici, Kiribati, l'indépendance n'importe pas. Ici, Samoa, la même. Mais ici, les îles Solomon et l'indépendance, ici, est un grand changement. Tuvalu, pas de données historiques. Tonga, toujours indépendant. Et ici, Vanuatu, et l'indépendance, ici, c'est un grand change. Puis, tous les cas sont différents. Il y a des îles où l'indépendance n'importe rien, et des îles où l'indépendance est le moment d'un change en la croissance. Et en la croissance, c'est le growth? Oui. Growth, la croissance, oui. Bon. Maintenant, comment les importations peuvent-ils être financières? How much time? 11 minutes. Bon. Il existe très peu d'économies d'exploitation réussies dans les petites îles du monde. Quelques exemples, mais ils sont exceptionnels. Ici, Faroe Islands, Greenland, Iceland, l'exemple d'Islande, on a parlé ce matin, Malta, Puerto Rico, îles Solomon. En ces cas, les exportations et les importations sont équilibrées. Mais ce sont exceptionnels. Dans la plupart des petites îles, les importations ont dépassé les exportations de même. Les importations sont le secteur leader de ces économies. Et il y a un effet mâchoire, effet de ciseaux, pour moi, Jaws effect.
Ici, les exemples typiques des îles du monde. Bahamas, importation, exportation, un grand écart. Et ces chiffres commencent à environ 1950. 1950. 1950. Thank you. Ici, puis, Bahamas, Cayman Islands, importation, exportation. Cook Islands, importation, exportation. French Polynesia, importation, exportation. Kiribati, les mâchoires. Réunion, Samoa, Saint-Pierre et Miquelon, Tonga. Ce sont typiques des économies des îles. Ici, Nouvelle-Calédonie. Et ici, l'effet ciseau est moins fort, mais c'est réel. L'écart entre les importations et les exportations et le financement nécessaire pour équilibrer la balance de paiement. Okay, de 1950 à 1980, plus ou moins, les deux sont balancés. Et puis, les cartes s'ouvrent. Bon, puis, ici, c'est les taux de couverture de les importations des biens et services avec des exportations de biens. Il y a 8 économies de petites îles du monde in lesquelles les exportations sont plus de 40% du coût de l'importation des biens et services. La Nouvelle-Calédonie est ici. Seulement 33%. Okay, percent. Muslim innocent, a third, a third. Un tiers. More or less. À peu près un tiers. Excuse-moi. OK. Les économies de biens, exportation de biens, Islande, ici, très forte, les exportations d'Islande, comme ici la Nouvelle-Calédonie. C'est un modèle très difficile à reproduire. OK. Ici, Fiji, Marshall Islands, Solomon Islands, American Samoa, Aruba, Faroes et Virgin Islands. Virgin Islands et Aruba sont raffineries de pétrole. Puis, quelles sont les autres options pour le financement des importations? Sont les envois de fonds des migrants, les transferts officiels, revenus de tourisme, autres exportations de services, frais de licence de pêche, des registres de navires, revenus des paradis fiscaux, dividendes des fonds souverains, in Kiribati par exemple. Puis, ici, les taux de couverture par tourisme. Ici, l'escale, ici, c'est pourcent des importations des biens et services. Ici, le seuil est de 40% de l'importation. Ici, plus que 40% est payé pour le tourisme. Et ce sont des économies sites, SITE, de tourisme. OK, the Maldives, Cook Islands, Guam,
Northern Marianas, Turks and Caicos. Ici, Nouvelle-Calédonie. Rien. Ici, les remittances des migrants. Ici, remittances or? Les transferts. Envoi. OK. Ici, les transferts officiels. Et il y a beaucoup d'îles du monde avec transferts officiels, plus que de 40% de les importations de biens et services. Et ici, remittances plus official transfers. Ici, Nouvelle-Calédonie, moins que 40%. Ici, Niue, une île de la Nouvelle-Zélande, 200%. Et ici, Comoros, Kiribati, Micronesia, Western Samoa, Tonga, Tuvalu, Polynésie française ici, Wallis et Futuna ici, et Nouvelle-Calédonie ici. Puis, ce sont des 94 économies du monde. Ici, les petites îles du Pacifique seulement. Les exportations de biens, les tourismes, envoi de fonds, Samoa et Tonga sont très importants. Ici, les transferts officiels. Ici, les transferts de fonds. Les transferts officiels et les fonds. Oui. Et les autres ici, Nouvelle-Calédonie, ce sont les investissements extérieurs. Et Kiribati, ici, c'est les revenus du fonds souverain. La Nouvelle-Calédonie a 3 sources de financement: exportation, 33%, transfert officiel, 31%, et l'investissement étranger, 34%. Ici, la balance de paiement de Nouvelle-Calédonie, des 1890 jusqu'à 2015. C'est un bouquin d'un centenaire de données. Ici, l'économie de nickel, l'économie d'exportation. Et les importations sont cette ligne ici. Les exportations, c'est des colonnes ici. Et c'est un équilibre. Ici, de 1980, 1880, non, c'est pour là. Oui, ici, c'est 1970. C'est une économie de nickel et de gouvernement, des transferts officiels. Ici, les exportations. Ici, les transferts officiels, le rouge. Ici, les salaires au service public du gouvernement français. Et puis ici, le gouvernement est plus en plus important et les exportations de moins, oui. Ici, l'économie moderne, c'est nickel, plus transfert officiel, plus investissement de l'extérieur. Ici, les investissements, le gouvernement, les exportations et des autres ici. Le tourisme, le vert est très petit.
quel genre de région est le Pacifique? Ici, sont deux types de régions. À gauche, une région centripète, des gravitations internes, les relations économiques sont internes entre les parties de la région. Par exemple, EU et États-Unis. À droite, une région centrifuge, les forces sont à l'extérieur, les lignes sont à l'extérieur. Le Pacifique et le Caraïbe sont de ce type de région. Ici, le commerce entre les îles du Pacifique et le reste du monde. Seulement très petites importations et exportations à la région, à les autres îles de région. Ici. Australie et Nouvelle-Zélande, ici, et autres économies à l'extérieur, ici et ici. Le commerce du Pacifique est à l'extérieur, pas à l'intérieur de la région. Il existe très peu de commerce intra-régional. Les efforts d'intégration régionale n'ont pas porté les fruits. Ici, les sphères d'influence métropolitaines demeurent fondamentales. France, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Japon, Chine sont les partenaires métropolitains des petites îles de la région. Il n'y a pas de résultats économiques évidents pour les régions à partir des accords de libre-échange tels que Passe-Place. Et l'acceptation des territoires français dans le Pacific Islands Forum ne modifiait pas cela. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut infiniment le remercier. Je crois qu'on peut infiniment le remercier d'avoir fait cette présentation en français. Ça demandait beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. On a la place pour quelques questions. Disons qu'on va prendre, on est en retard de toute façon, mais on va prendre la place pour quelques questions. On va faire comme ce matin. Donc, je vais vous demander de parler avec le micro pour qu'on vous entende et de vous présenter avant de prendre la parole. On va prendre, au vu du temps qu'on a, on va prendre 3 questions, on va les regrouper et puis les intervenants vont répondre. Il y en a une là. Bonjour, merci beaucoup Flavie Texier pour la FINC, la Fédération des industries. Merci d'abord à l'université d'avoir organisé ce cycle ce colloque sur effectivement quelle économie pour demain en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu le sentiment à l'issue de la première session, à l'issue des 3 premières conférences que l'enjeu était effectivement de diminuer le déficit de la balance commerciale et donc de développer effectivement le tissu productif, les ressources du tissu productif. Et j'entends dans le tissu productif le tourisme, l'énergie, l'agriculture et la production manufacturière, qu'elle soit industrielle ou artisanale. Alors je ne vous cacherai pas que depuis par contre 10 heures, je suis un petit peu surprise de voir la confiance qui est placée dans le tissu productif manufacturier. En fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je sors du colloque, eh bien, je peux retourner voir les industriels et leur dire quelle place vous avez dans l'économie de demain? Aucune. Importez, messieurs. Importé parce que de toute façon, alors il n'y a pas d'impact visiblement de la TGC au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, effectivement, vous avez souligné qu'il fallait éventuellement s'interroger sur le cas de la production locale. Eh bien, je vous le dis, vous avez été sans doute, j'espère que vous avez été destinataire ou que vous avez pu lire le courrier qu'on a envoyé
à tout le monde sur l'impact qu'allait avoir la TGC, la mise en place de la TGC sur le secteur industrie. Ça va swinguer sévère chez les industriels qui sont extrêmement inquiets. Et donc balayer, comme vous l'avez balayé là, le cas de l'industrie manufacturière, l'industrie de transformation, ça fait peur. Et je peux retourner vers eux en leur disant, il n'y a pas de prise en compte, il n'y a pas de place pour vous demain, parce que quand il faut développer des exports de toute façon, tout est trouvé, il faut accroître effectivement, et alors par contre je pense que c'est effectivement, il faut développer les sources, donc c'est une très bonne chose de développer le tourisme, c'est une très bonne chose de développer les sources énergétiques locales, mais quant à vous... je ne sais pas. Et de toute façon, vous êtes vu essentiellement comme un problème, source de vie chère avec vos protections de marché. Franchement, messieurs, laissez tomber. Vous êtes de toute façon stigmatisés à chaque fois. Donc, alors que nous appelons de tous nos voeux à une réforme du dispositif des protections de marché qui a besoin effectivement d'être modernisé, rénové, piloté, animé. On a besoin de développer des outils de compétitivité pour l'industrie. On met tout en œuvre aujourd'hui. On a été à l'initiative notamment sur le FIAF pour développer la formation. On est à l'origine aussi de la création du cluster Avenir Export. J'aurais aimé effectivement que dans les conférences, je terminerai ça, dans les présentations qui soient... Pour laisser la place à tout le monde. Eh ben, quelle place pour l'industrie de transformation demain en Nouvelle-Calédonie? Moi, je m'interroge. Merci. Merci pour cette intervention. Il y avait une autre question, je ne sais plus où c'était. Alors, ce serait beaucoup plus court. J'avais deux questions. Sinon, je vous arrête. La première concerne les exportations. Madame Dodin a fait la corrélation des exportations, notamment avec le secteur du nickel. J'aurais voulu savoir s'il n'y avait pas une corrélation également entre ces exportations et les aides publiques. Et si elle pouvait nous indiquer quel est le montant des aides publiques. Vous avez cité l'exemple de la crevette, par exemple, 3 milliards d'exportations. Il me semble que le montant des aides publiques dans ce secteur approche le même montant. Donc cela ne revient-il pas à simplement subventionner le consommateur étranger? On pourrait le faire pour les autres secteurs, notamment agricoles par exemple, mais y compris pour le nickel. Quel est le montant des aides publiques pour pouvoir réaliser 130 milliards d'exportations quand vous additionnez des taxes, subventions, crédits d'impôt, défiscalisation, et je ne parle pas du minerai gratuit qui est une subvention déguisée. Ça c'était la première question sur les exportations, donc quel montant d'aide publique? Et le deuxième question concernant les importations, je pense que le débat est un peu biaisé au cours de ces 10 dernières années avec la construction des usines. Et j'aurais été intéressé par un retraitement des importations déflatées, des matériels de production ou des engins qui ont été importés et qui bien sûr biaisent complètement le creusement du déficit commercial, puisque ces usines ne sont pas entrées en activité ou elles entrent tout doucement en activité, donc elles n'exportent pas ou très peu. Et donc elles ont biaisé artificiellement le déficit commercial de ces 5 dernières années. Si on avait neutralisé, je pense que l'équilibre commercial serait pas loin d'être atteint, comme dans les années 80. Merci. Merci. Thierry. Oui, bonjour, Tony. J'ai juste une question assez simple, parce qu'en fait, j'y vais souvent à des conférences, mais je crois qu'il y a une question qui n'a jamais été répondue. C'est que pour qu'un modèle économique puisse perdurer, il faut 3 conditions. C'est l'une des 3. La première, est-ce qu'on a une compétence particulière dans un domaine particulier? La deuxième, est-ce qu'on a une ressource abondante dans un secteur d'activité particulier? Ou la dernière, est-ce qu'on a une main-d'œuvre qui est moins chère? Il faut l'une de ces 3 conditions-là pour que le modèle économique puisse perdurer. Après, les questions, que ce soit les importations, les taxes, c'est des questions plus techniques de la gestion. Mais pour qu'un modèle économique puisse fonctionner, il faut réunir au moins une des 3 conditions. Merci pour votre question. Je laisse les intervenants répondre. Je ne sais pas qui veut commencer. Je sais que Jean-Pierre avait notamment une remarque. Voilà. Répondre à l'interpellation de la fin. Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, je crois que l'ensemble des intervenants ont reconnu l'importance de la production locale. On a dit que
l'économie, enfin c'est ce que j'ai entendu tout au long de la matinée, qu'on avait une économie qui était autocentrée. Une économie qui est autocentrée, c'est une économie qui vit grâce à ses opérateurs économiques. Et donc, je pense que parmi l'analyse que l'on peut faire de la Nouvelle-Calédonie, dans la SWOT analysis que je faisais ce matin, il y a clairement un avantage qui, comparativement à d'autres pays, est essentiel, c'est l'esprit d'entreprise que l'on a ici en Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça, c'est un élément important. Maintenant, ce que l'on a entendu cet après-midi, c'est surtout de dire l'industrie locale en tant que telle, au regard du commerce extérieur, pèse relativement peu. C'est-à-dire, on est sur des données macroéconomiques, et c'est normal. Quand on regarde les exportations, 90%, c'est le secteur du nickel. Et quand on regarde les flux à l'importation, on voit bien qu'il y a un lien finalement assez faible, avec la production locale. Donc, on est sur un sujet très précis qui est le commerce extérieur. Et je pense que personne n'a dit qu'il ne fallait pas se préoccuper de la production locale, parce que la production locale, elle est naturellement essentielle en termes d'emploi, et elle est aussi essentielle en termes de croissance et de viabilité économique de la Nouvelle-Calédonie sur le moyen et long terme. La question de fond, c'est celle qui a été posée par Olivier Sudry, c'est comment faire sur le moyen long terme que ce tissu économique réel, qui est une chance, qui est un atout pour la Calédonie, soit un outil industriel moderne, compétitif, productif, efficient. C'est ça la vraie question. Et la fiscalité, vous avez raison de dire, la fiscalité n'est qu'un instrument au profit ou au soutien d'une vision économique. Et la fiscalité doit être un élément qui accompagne les opérateurs économiques dans cette recherche d'une plus grande efficience et d'une plus grande efficacité. Elle ne doit pas être un handicap et elle ne doit pas permettre un partage de la valeur ajoutée qui ne soit pas optimal pour le développement soutenable de l'économie locale. Alors, je voulais faire un commentaire en écoutant Geoff présenter son étude et son effet de mâchoire. Et ça renvoie à l'interpellation que nous avons eue du représentant des Insoumis ce matin. L'économie, pour faire simple, ça peut se résumer à une équation comptable, à un équilibre comptable. Et on en a une parfaite illustration. Quand on a un déficit du commerce extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, concrètement, j'achète plus que je ne vends. Et donc, j'ai un delta. C'est comptable. Il n'y a pas de prise de position politique là-dessus. Comment je finance ce delta? Et c'est ça la question qui nous est posée. Et il n'y a pas 36 manières de le faire. Si je mets de côté l'endettement, parce que l'endettement, ce n'est qu'une fuite en avant, et à terme, nous sommes tous morts, donc évitons l'endettement. Quels sont les moyens de rééquilibrer les choses ou de payer ce supplément, ou cet écart entre ce qui rentre et ce qui sort? Soit je le compense en exportant des services, qui est une manière de rééquilibrer les choses, soit je regarde les flux qui viennent sur le territoire pour me permettre de maintenir mon train de vie. Eh bien, ces flux, c'est soit les transferts, mais on a dit que les transferts, il y avait un aléa, c'est soit les investissements internationaux, et on a vu que les investissements, c'était essentiellement les usines, et ce sont des investissements qui sont derrière nous, soit c'est des flux qui arrivent. Et ça, les flux qui arrivent, ça renvoie au débat qu'on a eu sur paradis fiscal ou attractivité au regard d'un certain nombre de flux. Voilà, c'est assez mécanique. Et puis, si, il y a une dernière solution pour réduire l'écart, c'est réduire le train de vie. Ça, c'est aussi une autre solution. Quand on regarde objectivement et quand on a un écart, on veut diminuer le tout. Donc, il n'y a pas de prise de position politique là. Il y a une observation factuelle, comptable. La comptabilité, elle n'a pas de sens. C'est une description factuelle des choses. Et puis, pour répondre pleinement à l'observation de ce matin du représentant des Insoumis sur il n'y a qu'à avoir son propre argent, je crois qu'il faut être clair là-dessus. C'est une pure vue de l'esprit. Parce que l'argent n'a de la valeur que ce que les tiers lui donnent. Et donc, si vous créez de l'argent en vous berçant d'illusions sur le fait que ça va vous payer vos dettes, si les gens n'acceptent pas cet argent, vous serez toujours endetté vis-à-vis de l'extérieur. La création monétaire, ça s'appelle, du nom d'une
devise indienne, une roupie de Sansonnet. Hein, c'est du vent. Donc, vous êtes toujours rattrapé par la réalité des choses. Et la réalité des choses, comme je le dis, c'est une équation comptable. Donc, quand il y a un écart, il faut ajuster quelque chose. Et les marges de manœuvre que vous avez, elles sont sur la table. Et la manière d'arriver à une croissance soutenable, c'est de gérer le plus proprement possible et le plus intelligemment possible le financement d'un écart en essayant de trouver des relais de croissance qui vous permettront justement de trouver les moyens financiers, de faire en sorte que vous ne viviez pas à crédit auprès du reste du monde, quel que soit ce reste du monde. Merci Jean-Pierre. Je ne sais pas Véronique si je veux compléter. Rapidement, puisque on m'a de nouveau signifié que nous sommes en retard. Très rapidement. Ça marche, oui. Si les aides publiques, je réponds à M. Corneille, sont nuancent effectivement pas les exportations et les importations, c'est bien que effectivement, lorsqu'on mesure les échanges extérieurs, on ne les déflate pas de ce que la production a pu être, de ce dont la production a pu être enrichie, ou même des préférences ou des tarifs douaniers un peu nuancés. Dans les faits, retrancher des exportations, toutes celles qui ne sont pas, sur lesquelles ne s'applique pas une fiscalité, ce serait retrancher 90% des exportations. Je ne suis pas sûre que de la même façon, en retranchant tout ce qui est aide publique des importations, on n'arrive pas à un nouveau déséquilibre et un nouveau déficit existant peut-être de la balance commerciale. Surtout au-delà de tout ça, parler de l'économie en disant hors nickel, c'est un peu illusoire, dans la mesure où beaucoup d'importations, je l'ai mentionné rapidement, y compris celles des ménages, y compris les consommations intermédiaires, sont conditionnées aussi par cette activité du nickel, lorsque les exportations sont conditionnées à 90% par les productions du nickel. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions. Sauf le nickel, il n'y a pas d'industrie d'exportation ici. Les autres industries sont pour le marché interne. Et pour réussir, ils ont besoin de protection. Protection, oui. Je crois que plus tard aujourd'hui, le professeur Bernard Poirine va parler sur ce topic, non? Oui. Oui.